Et coucou YouTube, on se retrouve pour un nouveau bilan lecture. Bon, ça va pas être, ça va peut-être pas être aussi intéressant que la dernière fois. Surtout qu'il n'y a pas, en fait, il n'y a pas vraiment de mauvaise lecture ni de coup de cœur. Donc je suis désolée, mais j'avoue qu'en ce moment, mes lectures se résument un petit peu à ça, c'est-à-dire des lectures qui sont bien, mais pas top. Voilà, on est vraiment là-dedans. J'arrive pas à trouver un truc qui m'accroche de fou là. J'ai envie d'une lecture qui peut. Mais non, j'ai toujours pas trouvé. Bref, du coup, bah écoutez, voilà, hein, je vous propose d'attaquer. Comme d'hab, j'ai fait de la moins bonne à la meilleure. Même si en vrai, bon, il n'y a que la première qui est pas ouf, et pas après les autres, ça va. Les autres, ça va. Et la dernière, c'est quand même un petit coup de cœur. Pas un truc de fou, mais quand même, j'ai bien accroché, quoi. C'était vraiment. C'était très très bien. Allez, du coup, j'attaque avec la première qui est, oui, la première lecture qui est L'île aux eaux troubles de Marie Cazé, qui est un service presse que j'avais demandé à Librinova. Et en vrai, j'ai pas de chance avec Librinova. C'est pour ça que je demandais plus de service presse d'ailleurs. Je... Ça a été compliqué. Ça a été un peu compliqué. C'était pas inintéressant. Mais qu'est-ce que j'ai eu du mal à rentrer dedans? Oui, la couve est classe. Par contre, la couve est très belle. La couve est très belle, mais... Donc en fait, dans cette histoire, on va suivre une fratrie. Alors, c'est raconté à la première personne par l'un des frères. Il y a deux frères et une sœur. C'est Francky, donc le narrateur, et les frères et la sœur, c'est Patrice et Mireille. Ils sont d'origine guadeloupéenne. Et ils vont partir, à un moment, ils vont partir vivre en Guadeloupe. Et en fait, ce livre raconte un petit peu... c'est vraiment une saga familiale, quoi. C'est-à-dire que ça raconte plein de choses sur leurs ancêtres, leurs grands-parents, leurs parents, etc., sur eux-mêmes. Honnêtement, j'aurais aimé avoir un arbre généalogique. Ça aurait été pas mal, vous savez, comme dans... comme dans Blackwater, là. Je pensais à ça. Ça aurait été nécessaire. Pourquoi est-ce que je rame alors que j'ai rien fait de plus? Je n'enregistre pas, je ne fais rien, et ça rame quand même. Pourquoi? Que se passe-t-il? C'est trop bizarre. C'est trop bizarre parce que tout à l'heure ça ramait pas du tout. Et pile au moment où je commence, c'est comme si j'avais commencé à enregistrer. Je sais pas, OBS et... c'est très bizarre. Bon bref, du coup il y a un décalage on dirait. Ouais, en fait, ce qui m'a embêté avec ce livre, bon, déjà, c'est de ne pas avoir d'arbre généalogique, donc j'étais complètement perdue par qui était qui. Surtout que ça change tout le temps de temporalité, en fait. Donc, faut arriver à suivre. Alors, oui, il y a les dates qui sont indiquées, mais il y a des fois, je ne savais plus où j'étais, avec qui j'étais. Voilà, et il y a ça, et il y a aussi le fait que, bon, ça m'avait quand même vendu un truc un peu horrifique. Voilà, une dangereuse créature, voilà, qui veut obtenir la vie éternelle, machin. Je m'attendais à un truc un peu... un truc de sorcellerie, de trucs comme ça, je sais pas. Alors oui, il y a complètement ça en vrai, hein, il y a complètement ça, mais ça arrive super tard dans le livre. Ça arrive, je sais pas, peut-être aux 2 tiers du livre. Il y a des allusions un peu tout le long, mais c'est très léger. On est vraiment plus dans ouais, voilà, dans l'histoire de la famille, complètement. Dans tout, alors voilà, c'est toutes les histoires de cœur, de cul, de qui a trahi qui, voilà, les mésententes entre parents, oncles, machin, tout ça, enfin bref. Euh, voilà, voilà, toute l'histoire. C'était pas inintéressant, mais bon, quand on te vend un truc horrifique, t'es là, oui, bon, d'accord. Voilà. C'est quand ça arrive, là, parce que... Et puis après, ouais, voilà, en fait, la fin est bien.
La fin est bien, mais parce que enfin on est dans le truc de ben, qu'est-ce qui se passe avec. En fait, c'est un truc qui touche les filles de la famille, tout ça. Bon, bref. C'était très bien, mais bon, c'était trop long pour y arriver. C'était trop long. Voilà. Après, l'écriture était pas mal. C'était pas mal. C'était pas mal. C'est pour ça que c'est d'ailleurs pour ça. Bon, et aussi parce que c'était un respect, mais que je l'ai pas abandonné parce que ça se lisait bien quand même. Ça se lisait bien. Mais vraiment, j'étais souvent perdue, quoi. Et j'étais là, putain, mais Marie, t'aurais pu mettre un arbre généalogique, j'aurais pu comprendre, parce que là, je sais plus qui c'est, qui. Il y a trop de noms. Il y a trop de noms. Il y a trop de personnages. On est perdu, on est vite perdu. Bref. Bon, voilà, en tout cas, pour celui-ci. Du coup, bah, ça va être compliqué de faire ma chronique sur... parce que je dois faire la chronique, comme c'est un service presse, sur Insta. Je sais pas. On verra. Bah, j'ai pas le choix, hein, je vais dire la vérité. Hein, voilà. Bon, voilà, en tout cas, j'aurais pu le faire cet arbre. Ouais, c'est ça en fait. Il aurait fallu que je prenne des notes. C'est ça en fait. Il aurait trop fallu que je prenne des notes. Mais bon, comme je l'ai lu dans les transports, bon, c'est pas très pratique quoi. Ensuite, j'ai lu Le Passe-Partout de Masako Togawa, qui est un roman noir, polar, thriller, c'est pas trop, japonais en tout cas, dans lequel, c'est assez court hein, en vrai, dans lequel donc on est dans une résidence pour femmes. On est dans les années 60. Et parce que bah oui, le livre il date de cette époque-là en fait. Hein. C'est un livre qui a mis du temps à être édité en France. D'ailleurs l'autrice est décédée maintenant. Et dans cette résidence, en fait, un jour, donc déjà il y a pas mal d'histoires entre les différentes protagonistes. Et un jour, il y a quelqu'un qui va dérober le passe-partout qui sert à ouvrir toutes les portes. Dans un but très précis. Et donc, ben, tout le monde va commencer à s'inquiéter. On sait aussi qu'au début, apparemment, il y a un enfant qui est mort. On ne sait pas comment, pourquoi. Et qu'il y a une femme qui s'est fait écraser. Et qu'on va découvrir aussi, c'est tout au début, hein, je ne spoil pas, que cette femme est un homme, en fait. Un homme déguisé en... C'est pas une femme trans, non. C'est un homme déguisé en femme. Et donc voilà, c'est là qu'il va y avoir on va être avec différents personnages pour savoir exactement qu'est-ce qui se passe et tout. C'était pas mal. C'était pas mal du tout. Mais pareil, j'étais vite perdue. Vous allez me dire, t'es quand même pas fut-fut, quoi. Mais non, en vrai, c'est vrai qu'à certains moments, et pourtant j'ai l'habitude hein, de lire des livres japonais avec pas mal de personnages et tout. Mais je sais pas, il y a des moments où ça me perdait. Alors en plus, le pire, c'est que je l'ai écouté en audio. Donc en général, en audio, je suis pas trop perdue. Mais d'un autre côté, lire en audio, le problème de l'audio, c'est que tu peux pas trop revenir en arrière pour revoir, attends, c'était qui déjà ce personnage et tout ça. Donc c'est peut-être pour ça aussi que j'étais perdue, je pense. Ouais, comme j'ai vu qu'il était sur Audible, je l'ai pris. Je savais pas quoi lire en fait. Je me dis, tiens, comme j'en avais parlé il y a pas longtemps dans les sorties, parce qu'il sortait en poche. Et du coup, quand j'ai vu sur Audible, j'ai fait, ah. Oui, c'est son correcteur à Karine. Mais voilà, du coup, mais franchement, c'était pas mal du tout en vrai. En vrai, ça m'énerve parce que à la fin, je me suis dit, enfin pas à la fin, mais en tout cas avant la fin, je me suis dit, mais c'est dommage que tu aies pas saisi tous les tenants et aboutissants. Parce qu'en vrai, je pense que si je l'avais lu, peut-être c'est un livre qu'il faudrait que je relise. Parce que je pense que si je l'avais lu en papier ou en e-book, j'aurais pu revenir en arrière pour voir, c'était qui déjà ça. En plus, sur les lieux, c'est pratique parce que tu fais une recherche sur un nom et comme ça, tu vois la première occurrence et tu vois qui c'était. Mais ouais, moi, j'aurais pu vraiment retenir qui a fait quoi. Et je pense que j'aurais... Parce que ça m'énerve parce qu'il y avait des révélations qui étaient vachement bien.
Et il y en avait, et je pense que toutes les révélations étaient vachement bien, mais il y en a que je saisissais pas trop, du coup j'étais là, attends, merde, c'était qui déjà ça? C'était quoi déjà? J'ai oublié, ça y est. Bon, après, les principales, l'enfant, la femme déguisée en homme et tout ça, il n'y a pas de souci. Mais il y avait, en fait, il y a pas mal d'intrigues secondaires, si vous voulez, où tout est finalement relié. Et ouais, je pense que, voilà. Ouais, c'est clair, Karine. Mais c'est dommage. En vrai, la construction est super originale, je trouve. Je pense que si vraiment je l'avais lu en papier ou en e-book, il aurait été beaucoup plus haut que ça, ce livre-là. C'est un peu dommage. Mais vraiment, ouais, vraiment ultra original. C'est très très bien. Parce que c'est vraiment la construction. Ouais, une construction un peu à la Keigo Higashino finalement. Hein, où voilà, on suit différents personnages et on comprend pas bien ce qui les relie. Et finalement, quand on comprend, voilà, tout fait sens. Et ouais, c'était très très bien. Bon, voilà. En tout cas, mais je vous le conseille et faites pas comme moi la connerie de l'écouter en audio. Vraiment, je pense que c'est vraiment un livre qu'il faut absolument lire en papier ou en e-book. Voilà. Donc voilà pour celui-ci, en tout cas. Ensuite, j'ai lu Autre part d'Alexis Shaitkin. Pas sûr de la prononciation. C'est une femme. Et donc dans cette histoire, en fait, on est dans un monde un petit peu... Enfin, on est dans du réalisme magique, en fait. On est vraiment dans du réalisme magique. Puisque, donc, on va être au sein d'une communauté, une petite bourgade dans la montagne. Et dans cette communauté, en fait, il y a des trucs un peu chelous. Donc, par exemple, bon, déjà, ils n'ont jamais d'étrangers qui viennent. Ils ont juste une personne qui vient pour les ravitailler, en fait, pour leur apporter des choses qu'ils ont commandées. Déjà ça, donc ils vivent vraiment entre eux. Quand les femmes font l'amour, elles doivent piquer, ça c'est vraiment le truc chelou, elles ont une épingle en argent dans les cheveux et elles doivent piquer leur amant avec l'épingle et goûter leur sang. Je sais pas, c'est un rituel apparemment, faire ça à chaque fois. Et puis surtout, régulièrement, il y a des femmes qui disparaissent. Et ce sont des mères, ce sont toujours des mères qui finissent par disparaître. Et en fait, le truc, voilà... Bon, déjà, c'est chelou qu'elles disparaissent, hein, parce qu'en plus, voilà, elles disparaissent vraiment sans laisser de traces, on sait pas, voilà. Et en plus, il y a toujours le même rituel, et tous les habitants s'emparent de ces effets, en fait, de toutes ces affaires, soit les prennent, soit les brûlent, d'ailleurs. Et au bout d'un moment, ils finissent par l'oublier, quoi. Enfin, ils savent qu'elle a existé, mais c'est tout. Voilà, c'est vraiment le truc. Et donc voilà, il y a ces trucs un peu chelous. Et on va suivre dans cette histoire Vera, donc la protagoniste, qui est au début une enfant, dont la meilleure amie est Anna. Voilà, elles font un peu les 400 coups toutes les deux. Donc vraiment des petites filles normales, ordinaires et tout. Et Vera, donc il y a sa mère, elle, qui a disparu à un moment. Et donc, en fait, on va suivre un petit peu tout ce petit monde, comment ça se passe dans cette bourgade, dans les yeux de Vera, jusqu'à ce qu'elle finisse par être adulte. Et voilà, j'en dis pas plus. Si, je peux rajouter qu'un jour, il y a alors qu'elle est ado, il y a une inconnue qui vient dans la bourgade. Et ça va un peu chambouler tout, mais voilà, pareil, je m'arrête là. C'était vraiment bien. En vrai, voilà, j'ai passé un très bon moment de lecture. Par contre, vraiment, il faut pas s'attendre à ce que tout soit expliqué. Parce qu'en vrai, il n'y a rien qui est expliqué. En vrai, il n'y a absolument rien qui est expliqué. C'est vraiment un parti pris assez particulier. Alors, il n'y a pas rien qui est expliqué dans le sens où il y a des choses qui vont être révélées, il y a des twists, machin. Mais tous les trucs un peu de réalisme magique, il faut les accepter en fait. C'est vraiment le truc, c'est comme ça.
Voilà, il y a pas une explication particulière à ça. C'est comme ça. Donc voilà, voilà, je vous le dis, hein, faut pas s'attendre à ce que tout soit expliqué comme ça. Cependant, je pense vraiment que c'est pas un livre qui repose là-dessus. C'est pas un livre où ben, il y a un mystère et on va voir comment ça se résout. Non, c'est un livre qui est très métaphorique sur la maternité, sur le fait d'être femme, d'une façon générale, hein, d'ailleurs. Euh, et ouais, voilà, après, je pense que c'est à chacun, chacune de enfin, d'interpréter, oui et non. Je pense qu'il y a des interprétations précises, mais en tout cas de prendre le livre, de le prendre à sa façon, de l'appréhender à sa façon, voilà, de considérer soi-même les messages de ce livre. Euh, Moi, j'ai quand même beaucoup aimé, je sais pas, j'ai pris du plaisir à suivre Vera, à suivre sa vie, à tout son destin, en fait, voilà, qu'est-ce qui va se passer pour elle. Et ben, c'était bien. Après, bon, je sais pas, c'était... Je sais pas comment dire. En fait, ça fait partie des livres. Je pense que ça fait vraiment partie des livres qui, sur le moment, ont été une bonne lecture, mais qui me laissent perplexe, mais dont je vais me souvenir plus tard, en fait. Je pense que, voilà, un peu comme... je reviens toujours à cet exemple parce que c'est vraiment typique, mais la encomienda, voilà. Vraiment... livre un peu ovni, vous voyez. C'est des livres ovni comme ça. Sur le moment, tu dis, ah ouais, ok, c'est chelou. Et après, voilà, tu dis, ouais, mais quand même, c'est un livre qui m'aura marqué, qui m'aura dit quelque chose. Euh, Parce que c'est un ovni, parce que c'est bien écrit aussi. L'écriture fait beaucoup, je me rends compte, plus ça va, et plus et moins ça me gêne, on va dire, qu'un livre repose sur son écriture. Un peu comme Rousse. Moi, je trouve que Rousse, typiquement, c'était ben c'était une expérience de lecture en fait, mais au final l'histoire elle est pas extraordinaire, mais c'est la façon dont c'est écrit quoi. Et de quoi on parlait? Ah oui, on parlait hier dans le live de Sèvres, on parlait de Kérosène de Adeline Dieudonné, et je disais moi franchement Kérosène j'avais adoré, mais parce que c'était vraiment une expérience de lecture en fait. Et ça tient beaucoup à l'écriture aussi de l'autrice. Voilà, je pense aussi à Dès que ma bouche fut pleine. Je pense aussi... euh, Merde, j'ai un exemple qui m'est venu tout à l'heure alors que je parlais de Rousse. C'était quoi? Merde. Qui repose aussi pas mal sur l'écriture. Bon, bah j'ai zappé, tant pis. Euh, Oui, bah tiens, Maud Ventura aussi, pareil. Puisqu'on en parlait avec Stéphane et tout ça vendredi. Maud Ventura avec mon mari, pareil. Pareil, en fait, il m'aura marqué ce livre. Moi, j'avais quand même bien aimé, mais vraiment, c'est juste parce que ce sont des livres un peu ovni, avec une écriture particulière, comme ça, avec peut-être aussi un message un peu bizarre des fois, voilà, tu sais pas trop, mais voilà. Donc ça fait partie vraiment de ces livres-là, un peu ovni. Moi, je préfère, honnêtement, voilà, moi, quelque part, je préfère un livre comme ça, où je me suis pas forcément, j'étais pas en mode waouh, j'ai trop envie d'y retourner, c'est vrai. Mais au moins, je vais m'en souvenir longtemps, plutôt qu'un livre que j'aurais bouffé parce que c'est un thriller un peu addictif, tout ça, mais que j'aurais oublié dès le lendemain, en fait. Je préfère avoir dans mon escarcelle de lecture faite ce genre de livre. Voilà. Ça m'enrichit. Ça m'enrichit. Moi, j'ai besoin de m'enrichir quand je lis. J'ai pas seulement besoin de me divertir, en fait. Bref, donc voilà en tout cas pour celui-ci. J'aurais quand même quelques trucs à dire dessus. Mais vraiment, voilà, faut pas chercher effectivement à Sève, elle me l'avait passé en me disant j'ai pas compris, si toi tu comprends quelque chose. Ben, ça dépend ce qu'on appelle comprendre ou pas. Moi, j'ai compris, je pense, l'objectif du livre. Par contre, oui, c'est clair que j'ai pas compris
pourquoi ces femmes, elles disparaissaient au final. Mais enfin, si, métaphoriquement, on comprend, mais voilà, c'est toujours pareil. C'est pas, en fait, c'est pas quelque chose qui va s'expliquer rationnellement, ou même par du paranormal ou du fantastique. Ça s'explique pas comme ça s'explique par une métaphore de quelque chose, en fait. Voilà, en gros, c'est ça, hein, c'est complètement ça. Bref, voilà, en tout cas, pour celui-ci. Ensuite, j'ai lu Rien que nous deux de Laure von Rensburg, qui est française mais qui écrit en anglais parce qu'elle vit à Londres. Voilà, enfin au Royaume-Uni, je crois que c'est à Londres. Donc c'est marrant. C'était Viviane qui m'avait offert ce livre parce qu'elle s'est dit que c'était tout à fait le genre de lecture qui me plairait, et effectivement, mais c'était pas un coup de cœur. Mais je vais vous dire pourquoi. Bon, alors, déjà, dans cette histoire, donc, on suit Ellie, qui est une jeune femme, et Steven, son compagnon. Ils partent en week-end dans une espèce de maison un peu reculée, comme ça, voilà. Je sais plus comment Ellie, elle a déniché ça, bref. Voilà, ils partent pour la première fois, ils sont depuis pas très longtemps ensemble. Et pour la première fois, ils décident de partir un week-end en amoureux. Donc vraiment, ils se disent, bon, bah, c'est là où on va vraiment apprendre à se connaître et tout. Et voilà, ça commence comme ça. Sauf que un jour, je sais pas trop ce que je peux dire pour pas spoiler. Je vous avoue que je connais pas le synopsis en vrai. Le synopsis officiel, la 4e de couve, je me souviens plus. Attendez, je l'ai la remarque. Qu'est-ce que ça dit dans la 4e de couve? Où c'est que je l'ai mis? Où l'ai-je mis? Il est là. C'est pour pas... je sais pas ce que je peux dire pour pas trop spoiler, en fait. Ouais, bon, la tempête de neige, ça, on s'en fout. Ah oui, d'accord. Ouais, bon, j'ai bien fait parce que j'allais dire un truc spoilant. Donc, en fait, ouais, je pense que c'est un... Mais c'est vrai, quand j'y réfléchis, c'est un peu spoilant parce que c'est un petit peu genre... on est un peu surpris. Bon, en fait, ce qui va se passer, c'est que ben, ça va mal se passer, évidemment. Et en gros, ben, il y en a un des deux qui va... Est-ce que je peux dire ça? Ouais, il y en a un des deux qui va séquestrer l'autre, entre guillemets, quoi. Voilà, je dis pas qui, pourquoi, évidemment. Hein. Voilà, j'en dis pas plus. C'est vrai que c'était assez original. En vrai, c'était assez original. J'avoue que J'avoue que j'ai eu mon petit lot de merde, qu'est-ce qui se passe et de vers où, voilà, je me demandais à chaque fois vers où l'autrice allait nous emmener. Vraiment, j'étais en mode, à chaque fois, en fait, je suspectais des trucs à chaque fois, et en fait, non. Et je suis là, putain, mais merde. Et vraiment, je m'attendais pas à ça. Je m'attendais pas à ça, j'avoue, mais c'est bien. J'étais surprise, mais agréablement. Je pensais pas, en fait, je m'attendais pas du tout à cette thématique-là. Je m'attendais à une autre thématique connaissant Viviane. Ben, c'est une thématique féministe aussi, hein, mais c'est vrai que ouais, sur ce coup-là, voilà, j'étais surprise. Et ouais, pour ça, c'était vraiment un bon livre. Après, c'était très prenant. Bon, c'est un thriller domestique, hein. Après, ce qui est un peu dommage, c'est que je trouve que ça part trop dans l'invraisemblance. Ça part un peu trop loin, en fait. Voilà, je trouvais, bon... Mais ouais, il y avait trop de... Pareil, peut-être un peu trop de coïncidences heureuses ou de même de trucs qui vont un peu trop loin dans le comment dire, dans le dark. Bon, enfin, c'était pas trash ou quoi, hein, mais je veux dire, ça paraît pas très plausible dans la vie réelle. Après, bon, c'est clair que souvent la réalité dépasse la fiction, donc on est étonné de rien, mais voilà, ça me paraissait pas très plausible dans la vie réelle. En vrai, voilà. C'était très invraisemblable. Mais si on part du principe, on sait qu'on est dans un thriller domestique dans tous les cas, mais si on part du principe qu'on accepte ce genre d'invraisemblance, en vrai, c'est pas que c'est invraisemblable dans le sens où ça peut se produire, c'est surtout que c'est invraisemblable dans le sens où je pense pas que
les gens agiraient vraiment comme ça dans la vraie vie, en fait, dans ce type de situation. Ça me paraît un peu aberrant. Mais bon, c'est... Voilà, après, c'est pour faire le sel aussi du scénario, j'imagine bien. Mais voilà, en tout cas, c'était assez original. Franchement, si vous aimez les thrillers domestiques notamment, et que en plus vous aimez les thématiques un peu féministes, bah franchement, foncez, quoi. Vraiment. Parce que c'est vrai que c'était assez surprenant. C'était assez surprenant et bah mine de rien, on voit pas. C'est pourtant une thématique qui est ultra courante dans la vie réelle, mais que on voit pas tant que ça dans les romans, je trouve. En tout cas, dans les thrillers. Voilà, on va dire ça. Plutôt dans les thrillers. Enfin, je sais pas. Genre, je l'ai vu, hein, mais ouais, je sais pas. Raconter comme ça, non. Bref, en tout cas, c'était pas mal. C'était pas mal du tout. Voilà, donc quand même très bonne lecture. Très bonne lecture. Oui, voilà. Un bon divertissement. Un bon divertissement. Voilà, pas en entendre plus, mais un bon divertissement. Une petite catharsis aussi au passage. Parce qu'on aime bien. On aime bien quand même la petite catharsis qui va bien derrière, quoi. Voilà. Ensuite, j'ai lu... Non, il va passer assez vite ce bilan en vrai, mais bon, c'est pas plus mal pour une fois. La fameuse, hein, la famosa dernière allumette, hein, de Marie Vareille. Voilà, que moi j'avais écouté en audio, du coup. Et ben écoutez, ouais, pareil, putain, j'étais agréablement surprise. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Alors, en vrai, je m'y attendais un petit peu dans le sens où j'ai tellement vu de retours, justement, dans ce sens, de gens qui disaient pareil, je m'attendais pas à ça. Et en fait, c'est bien, en fait, c'est sombre et tout. Donc, j'ai vu plein de retours. Donc, quelque part, oui, je m'y attendais. Mais je gardais quand même dans l'esprit que, bon, c'est pour moi, c'est comme Marie Vareille. Après, je connais. En vrai, j'avais jamais lu Marie Vareille. Mais dans ma tête, là, oui, bon, ok, d'accord. Il va peut-être y avoir des thématiques un peu sombres. Mais ça va rester un peu feel good. Voilà, j'étais vraiment dans ce truc-là. Surtout que, alors en plus, je suis désolée, mais la quatrième de couve, ou du moins ce qui était écrit sur Audible, ça envoyait pas du rêve parce que c'était genre un roman lumineux. Mais c'est pas du tout lumineux. À quelle heure c'est lumineux? Je sais pas, c'est bizarre. En vrai, c'était bizarre. C'est un roman lumineux. J'étais là, ouais, bon. Bon, ok, ça finit pas mal, hein, bien sûr, mais enfin, c'est pas du tout lumineux. Hein, c'est vraiment, Donc, euh, donc voilà. Ouais, après, je sais pas, les précédents sont peut-être différents. Là, en plus, ce qui est bien, c'est qu'à la fin avant de vous raconter le synopsis, à la fin de l'audible, il y avait un chapitre d'interview de l'autrice. Et en fait, ben, vraiment, je sais pas, elle m'a plu, en fait. Parce que elle disait que, bon, ça parle pour dire, voilà, pour dire la thématique principale, c'est pas un spoil, ça parle des violences conjugales. Et du coup, elle disait que, bon, elle l'avait heureusement pas vécu, mais qu'elle s'était énormément renseignée sur la question, et que voilà, et elle disait, en fait, elle racontait toutes ses motivations de pourquoi elle avait décidé d'écrire ce livre et tout ça. Et en vrai, je trouvais qu'elle avait un très bon discours. Et du coup, ben, vraiment, elle m'a pas du tout, moi, elle m'a pas paru, elle m'a pas fait penser à une autrice qui a envie d'écrire pour rendre les gens heureux, gna gna gna, enfin voilà, un truc un peu cucu, non pas du tout, vraiment, tu la sentais sincère dans sa démarche et tout, un peu féministe et tout, donc voilà, et en fait c'est marrant parce que moi non plus, hein, moi aussi je déteste ces autrices et tout ça, c'est pas du tout mon genre. Mais là, clairement, pour moi, je pense sincèrement que si ça avait été une autre autrice avec le même livre, je pense que là, vous diriez autre chose, quoi. Parce que, euh, parce que clairement, c'est un thriller. Hein. C'est un thriller. On n'est pas du tout... Voilà, je préfère vous le dire. Je suis pas en train de dire je défends absolument Marie Vareille. Tant bien, ces autres livres sont nuls. Hein. Ouais, ça, j'en sais rien. Mais celui-ci, je suis désolée. Pour moi, c'est clairement un thriller. Même plus,
au-delà du thriller, c'est même un roman noir social. C'est pas du tout un feel good, pas du tout, du tout, du tout, rien à voir. Donc voilà, et donc pour vous peut-être raconter de quoi ça parle. Ouais, mais non, mais tout, le titre, l'autrice, la couve, forcément, t'as l'impression que c'est un feel good. Non, en vrai, donc, on va suivre. Alors, c'est Abigail, qui est une gamine, en fait, visiblement HPI. Alors, j'ai pas été très fan de cette partie-là du truc, mais parce que, en vrai, ça me gonfle cette thématique. Mais bon, bref, c'est pas le plus important dans le truc, donc c'est pas grave. Abigail, donc c'est une famille, c'est une gamine qui vit dans une famille très dysfonctionnelle. Clairement, voilà, son père est ultra violent envers sa mère, pas envers ses enfants, mais envers sa femme. Et, euh, et en fait, Abigail, elle est protégée par son grand frère qui s'appelle Gabriel, qui essaye un petit peu de l'isoler de ce climat de violence. En fait, voilà, et c'est vraiment... il fait tout, il lui raconte des histoires, genre quand le père dit je vais te mettre une torgnole à la mère, en fait il explique à sa sœur qu'une torgnole c'est un câlin, enfin voilà, il essaye de complètement transformer la situation pour que Abigail elle se rende jamais vraiment compte de ce qui se passe en fait. Voilà, parce qu'elle a pas, elle assiste pas au truc en fait, elle assiste juste à voilà des mots de son père qui sont quand même assez violents. Et oh Choutrix, comment ça va depuis le temps? Ben ouais, bah oui, oui, bah j'espère que tu vas bien. Ben voilà, moi c'est exactement ce que ça m'a fait quoi. Et oui, en plus c'est Charleston, effectivement. Et donc voilà, ça commence comme ça. Et puis, en fait, on va être vraiment sur deux temporalités, c'est-à-dire, donc ça, c'est le passé, et on va être dans le présent. Et dans le présent, il y a deux narrations, en fait. Il y a tout d'abord la narration de encore Abigail, dans le présent. Tout le monde est adulte, là. Et Abigail, en fait, raconte un petit peu elle va raconter la rencontre entre son frère et une jeune femme qui s'appelle Zoé. Et Zoé, c'est quelqu'un de très solaire. Et le truc, c'est que en parallèle de ça, donc voilà, ça raconte un peu leur histoire d'amour et tout ça. Et en parallèle de ça, alors quand je vous dis ça raconte leur histoire d'amour, c'est pas cucu, hein, c'est pas du tout ça, c'est juste justement Abigail, elle essaye de raconter un peu ce qui se passe dans la vie de son frère, c'est plus ça en fait. Et c'est aussi parce que cette histoire va servir de prétexte à autre chose en fait, voilà. Et donc en parallèle, on va suivre un psy avec sa patiente. Et la patiente en fait vient voir le psy pour lui dire bon, c'est un ami qui m'envoie ici parce que il pense que je suis victime de violences conjugales, mais pas du tout. Je pense que c'est très exagéré, tout ça, machin. Et donc, au fur et à mesure, en fait, on va suivre. Moi, c'était vraiment les passages que je préférais, c'était les passages du psy, justement. Et on va suivre un peu comme ça ce processus de comment le psy va lui expliquer que, ben, si, en fait, c'est complètement des violences conjugales et comment, voilà, quel va être le plan pour se sortir de tout ça, quoi. Et voilà, donc on a ces trois narrations en parallèle. Donc le passé, c'est le journal d'Abigail, donc c'est Abigail qui raconte avec ses yeux d'enfant. Et c'est à la fois très mimes et très amusant des fois parce qu'elle emploie des mots d'enfant et voilà, et en même temps extrêmement triste. Bon, moi j'avoue que moi c'est les passages que j'ai aimé le moins parce que je suis pas fan des trucs de l'enfant HPI, machin. Bon. Mais, euh, mais voilà, après c'était important dans le livre. Et donc ces deux narrations de Zoé et Gabriel et de cette femme chez le psy. Voilà. Et donc, on va comprendre comment tout ça est lié. Et c'était waouh! Et vraiment, il y a des révélations. Alors, il y en a une que j'ai fini par deviner. Il y en a une que j'ai devinée. Il y en a une autre que j'ai devinée à moitié, on va dire. Voilà. Mais ça m'a pas empêché d'être quand même assez surprise. Oui, ça va bien, merci. Et ouais, franchement, j'étais très surprise. Je m'attendais vraiment pas à ça. Et vraiment, il y a des... Ah, c'est vrai. Franchement, il est très très bien foutu ce livre. Il est très très bien foutu. Elle est arrivée. Déjà, moi pour moi, c'était pas un thriller. C'était un feel good. Voilà, je m'attendais même pas à ce qu'il y ait des twists. Et il y a des putains de twists.
Même si j'en avais deviné une partie, je suis là, ouais, quand même. C'est une excellente idée. Elle a vraiment eu des excellentes idées. Et en plus, donc, parce qu'il n'y a pas que ça, c'est pas seulement un livre qui est bien écrit, bien construit et divertissant, c'est aussi qu'il y a le message derrière. Et c'est vachement bien foutu pour expliquer justement les mécanismes de l'emprise, tout ça. Enfin voilà, c'est très très bien. Alors, moi, j'ai rien appris, hein, clairement. Bon, voilà, j'en ai lu des bien plus poussés à ce niveau-là, euh, mais je me dis, franchement, je suis ravie de ce livre. Pourquoi? Parce que je rappelle que justement, Marie Vareille, c'est quand même une autrice grand public, que c'est voilà, que c'est des livres qui typiquement vont être lus à la plage ou à la gare ou voilà, que sais-je, hein. Mais que au moins, bah voilà, ça pourra peut-être potentiellement imaginer justement, peut-être ça va atterrir dans les mains d'une femme qui subit des violences conjugales. Et je me dis que c'est voilà, c'est ce genre de roman. Ce genre de roman est nécessaire plutôt qu'un roman obscur que personne ne va lire. Donc c'est cool que Marie Varey justement elle profite de sa notoriété pour faire passer des messages comme ça. Et voilà. Donc c'était très surprenant. Franchement, très surprenant. Vraiment, j'y croyais pas du tout, hein. Vraiment, je vous dis, ça partait pas du tout gagnant avec moi, hein. Déjà, je m'étais dit, bon, c'est en audio, alors je commence, histoire de, et puis si ça me saoule, j'arrêterai. Et d'ailleurs, je me rappelle qu'il y a des moments, au début, quand il y avait le journal de la gamine, j'étais là, ouais, bon, si on suit, vraiment, hein, j'étais en mode, ouais, bon, si on suit la gamine comme ça, avec son journal, ça va vite me saouler. J'ai presque failli, franchement, j'ai presque failli abandonner. Oh putain, que j'ai bien fait de pas abandonner au final. Vraiment, j'ai bien fait. Voilà. Et c'était triste aussi, hein. C'est pour ça que je dis non, c'est pas un livre lumineux, hein. C'est pas un livre lumineux du tout. C'est triste. C'était triste, c'était dur, c'était pas du tout lumineux. Faut arrêter à chaque fois qu'il y a des autrices comme ça, estampillées feel good, de dire un roman lumineux. Je comprends pas. Surtout que ça fait fuir, c'est con parce que ça fait fuir un potentiel public qui aimerait en fait. Parce que typiquement, ce livre-là, il plairait à un public de lecteurs de thrillers, hein. De thrillers domestiques principalement, mais voilà quoi. Bref, voilà en tout cas pour ce roman qui a été une très très bonne lecture, hein, au final. Ensuite, une petite BD pour changer un peu. Il s'agit du Quai Voyage de Clara Vialtel, qui m'avait été envoyé en service presse par l'atelier des cahiers. J'étais trop ravie de le recevoir, je m'y attendais pas. C'est une grosse BD, hein. J'ai mis du temps à la lire en vrai. C'est une grosse BD dans laquelle Clara Vialtel, l'autrice, raconte tout simplement son voyage en Corée du Sud. Et en fait, ben, c'est vachement bien foutu aussi, vraiment. Elle est très très forte. Bon, déjà, elle dessine très bien. Franchement, les dessins sont excellents. Et donc, en fait, elle est partie pendant 2 mois quand même en Corée du Sud. C'est un truc de fou. Alors, au début, elle part avec son... Alors, en plus, c'est marrant parce que elle apprend qu'en Corée du Sud, il y a des opérations pour corriger pour corriger la myopie, en fait, au laser et tout. Et que apparemment, c'est vachement plus efficace qu'en France. Enfin, je sais plus quel est l'argument au final, mais bon, bref. Elle se dit, bah tiens, si je profitais du fait que j'ai envie de partir en Corée pour prendre rendez-vous là-bas, putain, faut avoir des sous quand même, parce que je sais pas comment c'est pris en charge là-bas, mais bon. Mais je crois il me semble qu'elle le dit, mais j'ai oublié, c'était vraiment au tout début de la BD. Et donc voilà, elle part dans un premier temps avec son compagnon. Elle part avec son compagnon, elle se fait opérer là-bas le premier jour où elle arrive. Franchement, c'est assez original, quoi. Ouais, moi aussi, Bubu, j'avoue que ça me ferait stresser, mais d'un côté, c'est bien, parce que après, plus lunettes et tout, t'es tranquille, quoi. Et donc voilà, d'ailleurs, l'opération réussit très bien, c'est top.
Donc ça lui fait bizarre parce que ça y est, elle est plus mûre. Et en fait, je trouve ça génial. Je rappelle que c'est une histoire totalement vraie, hein. C'est vraiment, l'autrice raconte absolument tout ce qu'elle a vécu. Et je trouve ça génial. Tu pars en voyage dans un pays lointain qui t'est inconnu, quoi. Direct le premier jour, tu te fais opérer, t'es plus myope, donc t'as un nouveau regard sur tout, et tout ça pour découvrir un nouveau pays. Je trouve ça génial, en vrai, c'est fabuleux. Et donc voilà, et donc elle commence à visiter avec son compagnon qui va rester, je crois, une dizaine de jours, quelque chose comme ça. Et en fait, à chaque double page, à peu près, hein, des fois c'est un peu plus long, mais t'as une journée, quoi. Et donc elle raconte à chaque fois, tel jour j'ai fait ça. Et en fait, ce qui est trop bien fait, c'est que, donc, évidemment, elle dessine absolument tout, donc tout ce qu'elle a vu, tout ce qu'elle a mangé, les gens qu'elle a rencontrés. Et elle rajoute une petite playlist. Voilà, donc playlist de cette journée. Et donc, alors c'est principalement des trucs de K-pop, mais pas que. C'est trop bien. Et elle dit, ah oui, et aussi elle associe, parce qu'en fait c'est une grosse fan de K-drama, et donc elle associe aussi voilà, des lieux, donc elle dit, eh bah, tiens, ça c'est un lieu que j'ai vu dans tel drama, et donc elle met le nom du drama et tout, je trouve ça trop bien. Donc c'est super bien renseigné, super bien dessiné, et donc franchement elle a fait des rencontres de fou durant son voyage. Moi j'étais là, mais comment elle fait? Parce que son compagnon, je rappelle, il reste une dizaine de jours, après elle est toute seule, elle voyage toute seule. Et elle va rencontrer des gens comme ça, et elle va se faire des amis. Et moi, je suis là, mais jamais, mais de ma vie, jamais je fais ça. C'est déjà voyager seule quand on est une femme. Alors, mais c'est là qu'on voit que la Corée, c'est quand même assez safe, hein, en vrai, hein, parce que jamais elle a été emmerdée et tout ça, hein. Au contraire, les gens sont très distants, mais pas dans le mauvais sens du terme, en fait. Ils te laissent vraiment, voilà, ta zone de confort et tout. Et parfois, ils osent. Et c'est quand toi, tu oses leur parler que ils sont contents et tout que tu leur parles. Surtout qu'elle baragouine un peu du coréen. Donc elle se démerde un petit peu quand même. Mais du coup, c'est très rigolo. Et vraiment, ces rencontres sont souvent assez drôles. Mais j'étais vraiment impressionnée. J'étais vraiment impressionnée par elle. J'étais très admirative. Et puis à la fin, c'est des passages très très rigolos aussi. Il y a sa mère qui vient pour je crois les deux dernières semaines, quelque chose comme ça. Donc elle reste 2 mois, hein, quand même là-bas. Donc de fin août à fin octobre. Et donc quand sa mère vient, c'est très rigolo parce que sa mère, elle est en mode, mais attends, mais t'as pas acheté de goodies et tout, qu'est-ce que c'est ces conneries? Allez, vas-y, t'as du merchandising des BTS et tout, allez, c'est parti et tout. Moi, j'étais trop mort de rire, et à la fin, elle se retrouve avec 40 milliards de trucs, elle sait pas comment rentrer ça dans sa valise. C'était ultra drôle. Donc voilà, enfin, j'ai vraiment adoré cette BD. J'ai adoré cette BD. Après, ça aurait pu, ouais, je crois que j'aurais pu le mettre en coup de cœur en vrai. Je l'ai pas mis en coup de cœur parce que ça reste une BD, et que voilà, et que c'est surtout c'est pas une histoire dans le sens où, enfin, je sais pas comment dire, mais en même temps, quand j'y pense, bah oui, c'était super intéressant. Voilà, on suit ses petites péripéties. C'est très inspirant aussi. Bah, évidemment, ça donne trop envie de partir en Corée du Sud. T'es là, putain, mais c'est trop, ça a l'air trop beau. Les gens ont l'air trop gentils. Je sais pas, c'est ouf. C'est ouf. Alors peut-être que volontairement, ça se trouve volontairement, elle a occulté des trucs un peu plus chiants. Peut-être qu'à des moments, elle s'est fait chier. Peut-être qu'à des moments, elle s'est fait emmerder. Je sais pas. Et qu'elle l'a occulté, j'en sais rien. Parce que c'est vrai que tout a l'air tout beau, tout rose et tout ça, hein. Mais bon, n'empêche que c'était vraiment super cool à lire. Voilà, et j'étais trop jalouse. J'étais trop jalouse, et du coup, bah ouais, ça va bien avec le livre d'après. Au final, c'est marrant parce que il y a, il y a un gros point commun. C'est que j'ai lu après, enfin j'ai lu hier soir d'ailleurs ça, L'impossible retour d'Amélie Nothomb, qui a été mon premier livre de septembre. Premier livre, voilà, terminé de septembre. Bon, je l'ai lu très rapidement, hein, il est très court. Et donc, bah oui, bah après le voyage en Corée du Sud, maintenant c'est le voyage au Japon. Ah, j'étais en mode, putain, mais merde, vous me donnez toute envie de voyager là. Je suis trop jalouse, j'étais trop jalouse, voilà, entre les deux là. Et donc, oui, parce que dans ce livre, en fait, Amélie,
nous raconte que un jour, donc une de ses amies, alors qu'elle habite à Paris, hein, une de ses amies, Pep, s'appelle Pep, j'imagine que c'est un diminutif ou un surnom, mais bon voilà, gagne un voyage au Japon et elle demande à Amélie de l'accompagner pour lui servir de guide. Voilà, elle dit bah toi, vu que tu connais très bien le Japon et tout, je veux parce que je dois choisir quelqu'un pour partir avec moi, comme elle est célibataire, bah elle dit bah tiens, viens avec moi, comme ça tu me serviras de guide. Ouais, c'est clair de fou, Karine, c'est clair. Moi qui ai envie de vacances, ça me. Ouais, là, ça me. Limite, ça me déprime même, mais bon. Ouais, du moins, je pars en vacances par procuration, on va dire, voilà. Et donc, bah voilà, les voilà parties toutes les deux au Japon. Et donc, elle va raconter. Voilà, c'est comme la BD, mais sauf que là, voilà, c'est la plume d'Amélie Nothomb. Et donc, elle va raconter littéralement leur voyage au Japon, comment ça s'est passé. C'était très drôle, parce que Pep est quand même assez insupportable. J'ai trop rigolé parce qu'elle est vraiment insupportable. En vrai, elle est jamais contente de... Enfin, elle est contente d'être au Japon et tout, mais elle se plaint de plein de trucs en fait. Et parce que c'est pas du tout le même, c'est pas la même culture, c'est pas le même univers et tout, évidemment. En plus, elle se fait trop repérer. Bah, les Japonais sont choqués par son attitude. Mais bon, c'est assez drôle. Et donc, Amélie, elle est là, putain, mais je peux pas traduire ça, je peux pas, voilà, elle ose pas trop et tout. C'était très, très drôle, voilà, de la réaction, en fait, d'Amélie Nothomb, qui est quelqu'un de ultra poli et courtois, et vraiment à l'image de ce que sont les Japonais, et de son amie Pep, qui, elle, en a rien à carrer. C'est genre, la meuf, il y a vraiment une scène trop drôle où la meuf, en fait, la chambre lui plaît pas, je sais plus pourquoi. Et à 1h du mat, elle décide d'aller voir le réceptionniste de l'hôtel pour changer de chambre. Et en fait, à chaque fois qu'il la change de chambre, ça lui plaît pas. Et moi, j'étais là, mon Dieu, mais à quel niveau de chiantise il faut être pour faire ça? Déjà, elle va réveiller sa copine quand même pour aller changer de chambre à chaque fois. Et Amélie, elle est obligée de traduire. Et c'est extrêmement drôle. Et en fait, au final, tant pis, je spoil un petit peu un petit passage, mais bon, au final, elle dit, bon, en fait, du coup, le personnel, en fait, les femmes qui font partie du personnel de l'hôtel vont être aux petits soins pour Pep, parce qu'en fait, comme le réceptionniste était un connard, du coup, elle était trop contente qu'elle les fait chier pendant toute la nuit. Voilà, c'était extrêmement drôle. Donc voilà. Ah, c'est vrai, Jenny, qu'est-ce qu'ils ont dit du coup? Et voilà, alors après, c'est vrai que c'est très. Voilà, on ressent tellement l'amour du Japon par Amélie Nothomb. C'est trop, même, parce qu'au final, elle occulte quand même toutes les problématiques de ce pays. Je veux dire. En plus, c'est marrant parce qu'elle voit le Japon. Mais d'un côté, c'est bien parce qu'au moins, elle n'est pas boomer, quoi. C'est ça ce que j'aime bien, c'est qu'elle n'est pas boomer, c'est que elle voit le Japon de 2023, parce qu'elle part en 2023, exactement comme le Japon de 1989 en fait. Alors que pourtant, bon, Dieu sait que ça s'est énormément modernisé et tout. Mais pour elle, c'est le même en fait. Et du coup, elle ressent beaucoup de nostalgie. Et alors la problématique en plus, c'est que Pep ne veut pas que Amélie fasse preuve de nostalgie, tout ça. Et donc elle garde ça pour elle. Mais c'est très mimes. Et voilà. Mais d'un autre côté, c'est vrai qu'elle nous le montre vraiment comme un pays absolument fabuleux. Et puis qu'elle compare aussi aux Français en mode pour dire oui voilà les Français c'est trop des connards quoi, voilà c'est des rustres, voilà les Français c'est des rustres, et les Japonais ils sont très bien et tout, même si à un moment elle dit qu'il y a quand même des rustres aussi au Japon, hein. Mais voilà, c'est vrai qu'il y a quand même cette dichotomie très manichéenne comme ça, et toi t'es là oui bon, t'es gentil, mais en vrai, quand elle dit, waouh, dans le métro, les gens, ils me laissent s'asseoir, ils me laissent m'asseoir, enfin, ils me laissent leur place pour m'asseoir et tout ça, ils se tiennent à distance et les gens sont pas collés les uns aux autres et tout ça. Moi, je dis, ouais, bon, j'étais dans ma tête, j'étais là, on connaît les histoires de frotteurs au Japon, le fait qu'ils réservent même, qu'ils soient obligés de réserver des wagons aux femmes parce qu'elles en peuvent plus d'être emmerdées, donc non, en fait, ça c'est faux. Mais bon, c'est pas grave, c'était un livre qui était voilà vraiment une ode au Japon. Ah, des erreurs, ouais, peut-être, hein. Ah ouais, c'est vrai, tant que ça. Oh, moi je pense pas que le fait qu'elle soit citée toujours en référence par rapport au Japon. Oui, bah alors ouais. Moi je pense pas que ce soit qu'elle veuille être crédible. En fait, vraiment, justement, elle montre un Japon assez fantasmé, hein, finalement. Et surtout, elle le dit tout le long du livre, elle le dit,
pour elle, c'est le Japon de son souvenir, en fait. C'est le Japon de ses souvenirs, de quand elle était enfant et de quand elle y a vécu, quand elle était jeune adulte, donc quand elle a travaillé dans Stupeur et Tremblement. Et du coup, bah oui, elle l'associe à cette nostalgie-là. Et, et c'est un Japon rêvé, fantasmé. C'est pas le Japon tel qu'il est, finalement. Et je pense qu'on s'en rend compte quand même dans le roman. Après, voilà. Après, oui, le fait qu'elle soit toujours citée, c'est abusé, parce que elle est quand même blanche. Bon. C'est pas, ça devrait pas être l'égérie du Japon, quoi. Euh, mais voilà, elle est née là-bas, elle a passé une partie de son enfance, elle y a passé une partie de sa vie aussi, et je comprends qu'elle soit très très attachée à ce pays. Donc voilà, après, je pense pas qu'il faille la blâmer pour ça. Bon, j'avoue, moi je défends toujours Amélie Nothomb. Après, voilà, c'est clair qu'il faut avoir en tête que de toute façon, c'est un peu le principe d'Amélie Nothomb quelque part. C'est-à-dire que elle a ce côté, même quand elle raconte des trucs horribles, comme son viol dans Psychopompe par exemple, qu'elle a toujours cette poésie en fait dans son écriture, et que c'est toujours beau à lire en fait. Et franchement, dans ses livres, il y a beaucoup, je pense à Cosmétique de l'ennemi aussi, c'est un peu trash. Même Hygiène de l'assassin aussi, c'est trash. Mais je sais pas, voilà, il y a toujours cette poésie là. Et du coup, c'est pas censé être réaliste ce qu'elle écrit. Elle a jamais écrit des trucs réalistes. Elle écrit, c'est sa façon d'écrire, c'est des trucs qui sont finalement assez enjolivés, ou l'inverse en fait, mais toujours, voilà, toujours enrobés de poésie comme ça. Et voilà, ça n'a pas pour but d'être réaliste en fait. C'est pas un documentaire sur le Japon. Donc j'avoue que d'un côté, je peux comprendre les critiques, mais d'un autre, je trouve pas qu'elles soient recevables, ces critiques-là, en fait. Là-dessus, je trouve pas que ce soit recevable. Euh, voilà. Après, clairement, non. Clairement, c'est clairement, faut vraiment pas voir ça comme un truc, un documentaire sur le Japon. Pas du tout. Mais pas du tout. Par contre, oui, ça peut donner envie d'aller là-bas en vacances pour visiter certaines choses. Moi, voilà, il y a des trucs certainement que je vais essayer de retrouver pour voir si un jour je vais au Japon pour aller les voir, quoi. Mais voilà, c'est tout. Donc calmons-nous à ce sujet, quoi. Ce n'est pas un documentaire sur le Japon. C'est sa façon de ressentir les choses. C'est un ressenti. C'est quand même bizarre de penser à ça, quoi. De se dire, ah bah non, Mignoton, ah non, elle dit des trucs faux. C'est faux. C'est. Voilà. Puis c'est là, bah. C'est un roman. Oui, c'est un roman qui est tiré d'une histoire vraie, certes. C'est pas un essai, c'est pas un témoignage, c'est pas. Enfin, je sais pas. Et encore si, c'est pour être un témoignage, mais c'est un ressenti. Allô? C'est son ressenti. Voilà. Si moi je vous racontais mes ressentis de l'enfance, de ce que j'ai vécu et tout ça, vous me direz pas, ah non, c'est faux. Non, c'est faux, ça se passe pas comme ça en vrai. Désolé, je sais pas, c'est bizarre. Non, je les ai pas tous lus, mais il m'en manque pas énormément. En fait, c'est surtout alors, à partir de 2016, je les ai tous lus, et tous les premiers aussi, quasiment tous ces premiers. C'est juste ceux qui sont dans une période, peut-être les années, début des années 2010, fin année 2000, début 2010. C'est ceux de cette période-là là, que j'ai pas lu. Voilà, en gros. Hein. Voilà Stéphane, merci, on est d'accord. On est d'accord, c'est pas des livres à prendre au premier degré, c'est ça, elle est complètement fantaisiste. Elle a, voilà, cette vision un petit peu, un peu grand guignolesque parfois du monde. C'est sa façon de. La preuve, c'est que ces personnages, ils ont toujours. Là, c'est pas des personnages, c'est un vrai récit, mais quand elle écrit des romans, ces personnages, ils ont toujours des noms complètement excentriques. Mais parce que c'est à l'image de son excentricité à elle, en fait, et de l'excentricité de ses histoires, finalement. Et voilà, bon, bah.
c'est ce qu'on aime, c'est ce qu'on aime chez elle quand on aime Amélie Nothomb, ça fait partie de ce qu'on aime. Bref, voilà. Après, voilà, ça reste un Nothomb mineur, on va pas se mentir. Clairement, bon voilà, c'est sûr que quand je repense à Hygiène de l'assassin ou Stupeur et Tremblement, on en est loin, mais même un Nothomb mineur, ben voilà, il est quand même au-dessus de tout plein de livres là. Voilà. Oui, après, alors, après qu'on n'adhère pas à ça, je peux comprendre tout à fait, hein, par contre. Qu'on n'aime pas son écriture, qu'on n'aime pas ses délires et tout ça, alors là, il n'y a rien d'étonnant, j'admets tout à fait. Mais qu'on dise, ah non, mais c'est faux ce qu'elle dit sur le Japon, bon, ça va quoi. Mais surtout que, je veux dire, c'est juste un témoignage parmi tant d'autres. Je veux dire, tu peux très bien, voilà, avoir vécu, n'avoir vécu que des choses géniales au Japon. Et du coup, forcément, bah, tu vas pas raconter des trucs durs que t'as pas vécu, quoi. Enfin, je sais pas. Mais là, en l'occurrence, bon, dans Stupeur et Tremblement, pardon, mais est-ce qu'ils ont lu Stupeur et Tremblement, les critiques, là? Parce que pour le coup, c'était quand même une grosse critique du Japon. Bon, après, voilà. Après, oui, non, c'est clair que ça devrait pas être the représentante du Japon, c'est sûr. Mais bon, si ça peut donner envie à des gens de partir en vacances là-bas, enfin, pourquoi pas. Hein. Allez, voilà en tout cas pour celui-ci. Et je termine avec le dernier, qui plaira pas à Stéphane, je pense, mais moi qui m'a beaucoup plu. Il s'agit... Ouais, il faut que tu le lises, hein, Stéphanie. Hein, Stupeur et Tremblement. Tu vas kiffer, hein. Tu vas vraiment kiffer. This Place is Still Beautiful de Shishi Tuan. Je crois que c'est ça. Tian, pas Tuan. De Shishi Tian. Autrice sino-américaine. Et donc, dans cette histoire, qui est un young adulte de chez Slalom, en fait, on va suivre deux sœurs qui sont d'origine chinoise par leur mère et irlandaise, je crois, par leur père, qui n'ont pas vraiment connu leur père, pas du tout même d'ailleurs, si la grande sœur quand elle était petite et c'est tout. Voilà, donc le père a disparu de leur vie. Donc il y en a une, c'est Anna, la plus jeune, c'est Annalie. Annalie, elle tient vraiment de son père, en fait, elle a pas un passing asiatique, elle a même un passing blanc, en fait, on la prend pas pour une asiatique, du coup, elle a les cheveux assez clairs et tout, voilà. Elle est au lycée, et bon, bah, elle a des histoires de lycéenne, voilà, elle a un crush sur un garçon, machin, bon, façon. Et la plus grande, c'est Margaret, qui, elle, est étudiante à la fac de New York. Donc, Annalie habite à Chicago, et Annalie habite à Chicago avec sa mère. Et Margaret, donc, est étudiante à New York. Et Margaret, elle, c'est l'inverse. Voilà, elle tient vraiment de sa mère. Donc, elle, passing asiatique de fou. Et un jour... qui va se passer, c'est qu'un jour, alors que Annalie rentre chez elle, elle va... Enfin, c'est pas quand elle rentre chez elle, c'est sa mère qui l'appelle. D'ailleurs, elle est en rencard avec son crush, elle est trop contente et tout. Et sa mère l'appelle en urgence, il faut que tu rentres, il s'est passé quelque chose. Et donc, elle rentre et elle voit sur la porte du garage, il y a écrit en gros Shintok. Voilà, tracé à la bombe. Truc que tu peux pas enlever comme ça en plus. Et donc, ben, panique à bord. En fait, Annalie, elle n'a pas l'habitude de ça. Parce que Annalie, bah, je vous dis, voilà, elle a l'air blanche. Il n'y a personne qui l'a... Enfin, elle n'a jamais subi de racisme, en fait. Elle n'a jamais subi de racisme. Et du coup, ben, être confrontée à ça, ça lui fait très, très bizarre. Et elle comprend pas, en fait. Elle comprend pas comment... Voilà. Et du coup, ben, le premier réflexe qu'elle a, c'est d'appeler sa sœur, Margaret, du coup, à la rescousse, en disant, bah voilà, ce qui s'est passé et tout ça. Parce qu'il se trouve que Margaret, elle est... D'ailleurs, elle a fait des études de droit, si je ne me trompe pas. Et Margaret, ça a toujours été une militante, en fait. Militante antiraciste et tout. Et en fait, elle s'est fait pas mal remarquer quand elle était au lycée.
D'ailleurs, Annalie voulait se détacher d'elle par rapport à ça, pas qu'on pense que c'est sa sœur et tout. Et parce qu'elle était très activiste, en mode, voilà, un jour il y avait une mascotte dragon qui s'appelait justement, qui s'appelait Shintok, justement un truc du genre, quoi. Et donc, forcément, c'était hyper raciste. Et donc, Margaret a fait un scandale par rapport à ça. Bref, voilà, elle a un passif comme ça de on déconne pas avec le racisme. Et donc, évidemment, Margaret, quand elle entend ça, scandale, elle rapplique direct. Elle fait j'en ai rien à foutre, je viens de suite à Chicago, je vais voir ce qui se passe et tout ça. Et même elle décide carrément de rester là, de trouver un stage. Elle trouve un stage dans un cabinet d'avocats à Chicago, tout ça pour mener son enquête en fait. Parce que évidemment la police dit oh mais non, c'est pas un crime raciste, oh c'est juste des vandales. Bah oui c'est sûr, il y a écrit Shintok, mais c'est pas du tout un crime, c'est pas du tout enfin un crime, c'est pas un crime, mais un délit raciste en tout cas. Du coup, non, c'est bon. On classe sans suite. Voilà, c'est ça en fait. On s'en fout. Et donc, évidemment, elle va mener sa petite enquête. Et donc, il va y avoir des révélations sur qui a fait ça. Et voilà, pour l'histoire. Merci, Willia, pour le suivi. Bienvenue par ici. Et donc, voilà pour l'histoire. Et ça part. J'allais dire un truc léger. Non, c'est pas léger quand même. L'insulte raciale comme ça, c'est pas léger, mais, mais disons que voilà, c'est pas enfin, je veux dire, on a l'impression que voilà, il y a tout un truc, mais en vrai ça, comment dire, ça ouvre la voie à d'autres choses plus profondes. Et en fait, c'était vachement bien parce que au final, en fait, on voit les deux pans comme ça. En fait, ces deux sœurs représentent finalement deux facettes de ce que peuvent ressentir les Asiatiques dans un monde blanc. C'est-à-dire que tu vas avoir ceux qui vont décider justement de s'intégrer le plus possible pour avoir l'air le plus possible d'être des blancs et renier même limite leurs origines et tout ça machin parce que voilà on veut se mélanger, on veut pas voilà. Et t'as ceux qui vont dire bah non en fait, nous on en a marre de subir du racisme, on en a marre d'être traité de Shintok, de Chinchang, etc. Du coup voilà, ça suffit les conneries, non voilà, donc qui sont un peu militants, etc. Et donc voilà, ces deux vraiment facettes là. Et c'était vachement bien fait pour ça, parce que tu comprends les deux parties, en fait. C'est-à-dire que, ben oui, d'un côté, t'as Margaret, bah oui, forcément, t'es à fond pour elle, parce que tu dis, bah oui, elle est militante, elle a raison de se battre contre le racisme et tout ça. Et en même temps, du coup, ça lui apporte souvent des ennuis. Et ça la maintient un petit peu dans ce rôle de l'asiatique de service, enfin voilà. Et t'as de l'autre côté Annalie, que oui tu comprends aussi parce que elle a pas envie de subir du racisme, elle a envie de vivre sa vie normalement, donc tu comprends, mais en même temps du coup mine de rien elle subit aussi du racisme quelque part, enfin voilà, à un moment tu peux pas, tu es ce que tu es, donc voilà, et donc tu peux pas te faire bouffer comme ça par les autres juste pour vouloir leur ressembler en fait. Et c'est vraiment ce qui va se passer, et c'est vraiment le truc de je cherche trop à plaire aux gens et en fait ça se retourne contre moi parce que en fait les gens ne veulent pas mon bien. Bref, c'était très très bien. Franchement, alors oui, d'un côté ça enfonce des portes ouvertes, mais c'est un young adulte. C'est un young adulte. Euh, Je trouve que pour voilà, pour des adolescents, c'est vraiment extrêmement bien foutu. Ça explique justement, voilà, ça explique ce qu'est le racisme anti-asiatique. Ça explique comment peuvent réagir les Asiatiques par rapport à ça. Bisous Jenny, bonne nuit. De toute façon c'est le dernier. Hein. Bonne nuit. Merci d'être venu. Bisous bisous. À la prochaine. Et voilà. Et franchement je l'ai bouffé le livre. En vrai c'était vachement bien.
Et alors, il y a des petites romances, il y a des petites histoires, mais c'est marrant parce que c'est pas, voilà, c'est pas forcément ce que tu imagines et tout. Enfin, je sais pas, il y a quand même il y a quand même pas mal de surprises dans ce roman. C'est pas cliché, alors c'est pas cliché. Si, évidemment, il y a du cliché, ça reste quand même une charte young adulte, on va dire, hein. Mais en même temps pas, quoi. En même temps, voilà, et c'est surtout les romans sont très très secondaires. C'est vraiment voilà, c'est vraiment histoire de remplir le cahier des charges, hein, limite. Mais c'est un livre sur le racisme. C'est un livre sur le racisme anti-asiatique. Et c'est très très bien fait pour ça. Et, euh, et voilà. J'aimerais bien que Kim le lise, tiens, pour me donner son avis du coup sur la question. Mais ouais, ça m'a vraiment beaucoup plu. Je l'ai bouffé. C'était vraiment à ce moment-là, quand je le disais, je me disais putain, enfin un livre où j'ai envie d'y retourner, quoi. Où je suis pas en mode oh pou ça me saoule, oh voilà, où je suis pas de ouf et tout. Non, là vraiment j'étais vraiment à fond et ça m'a fait du bien. Et en plus c'était un SP, enfin ça va changer. Ça va changer des autres SP. Bon, si, il y a le quai voyage. Le quai voyage aussi, c'est très bien. Ça va. J'ai quand même 2 bons SP là. C'est déjà ça. Mais il va falloir que je fasse les chroniques maintenant. Déjà j'ai pas fait la chronique de Le Soleil se lèvera demain qui date du dernier bilan lecture qui était il y a 2 semaines quand même, hein. J'ai toujours pas fait la chronique. Donc là j'ai 4 SP à chroniquer. Je suis au bout de ma vie. Il va falloir que je fasse vite. Surtout que j'aimerais en demander d'autres là, donc si je veux en demander d'autres. Tiens, d'ailleurs, en parlant de service presse, tu sais, on parlait, Karine, de la maison idéale là, qui va sortir en septembre chez Les Escales. Et tu m'as dit, je crois qu'il est sur NetGalley, et je suis allée voir, bah trop bien, parce qu'en fait, il était carrément en accès libre. Donc, donc voilà. Du coup, c'est cool. Je l'ai récupéré. Je l'ai récupéré, voilà. C'est rare hein, qu'il y ait des trucs en accès libre. Enfin, il y en a des trucs en accès libre, mais en général, c'est des petites maisons d'édition ou des auto-édités ou quoi. Mais là, Les Escales, donc voilà, je veux... Oh bah allez, je le prends. Vu que là, j'ai pas assez de ratio pour solliciter des nouveaux trucs, je suis allée. Bon bah comme ça, j'aurai déjà un truc à lire. J'ai déjà un truc dans ma palle pour octobre. Voilà, maison hantée, allez, c'est bon, c'est bon, ça part. Ça part pour la palle d'octobre, direct. Bon bref, je digresse, mais voilà, j'étais très contente. Donc si jamais vous avez envie de le lire, vous avez un compte NetGalley, j'en profite pour vous dire, allez, La maison idéale de Kate Collins. C'est un roman sur une maison, visiblement sur une maison hantée, a priori. Ben, let's go, hein. Allez le prendre sur NetGalley. Donc voilà pour... Ben voilà, c'était le dernier. J'ai fini. J'ai fini ce petit, il est 10h, voilà. J'ai fini ce petit bilan lecture, enfin petit 8 livres quand même, ça va. Et du coup, ben nous on va se retrouver, ça va, hein. Là je vais reprendre un rythme un peu plus soutenu de vidéo, puisque déjà la prochaine, ce sera tourné jeudi, ce sera un Litté Rétro, alors je sais pas quand est-ce que je vais le poster, je pense ce week-end. Litté Rétro, année 1996. Ouais, moi aussi, Bubu, carrément, le prochain Ionesbo sur le téléphone carnivore, là, j'ai trop envie de le lire. Trop envie. De fou, de fou. Ah, mais il y a moyen que je le fasse acheter par Kim. Je vais dire, hey, regarde, ça fait trop horreur old school et tout. Il va se faire avoir par ça. Et là, il m'écoute, il va me dire, bah alors Bref, donc oui, voilà, prochaine vidéo Litté Rétro, et j'espère en tout cas que ce bilan... Ah oui, mes lectures actuelles peut-être pour terminer, c'est vrai que la dernière fois j'avais oublié du coup. Lecture actuelle, alors je suis toujours dans mon audio de Dors ton sommeil de brute de Carole Martinez, que j'aime bien même si je suis pas spécialement fan de tout le truc un peu ésotérique, mais... mais oui, je suis très chippie.
Mais j'aime bien quand même. Donc voilà, c'est mon audio du moment. Voilà, j'essaye de lire des livres un peu de la rentrée littéraire comme je peux. Hein. Et sinon, qu'est-ce que je lis? Bah du coup sur ma liseuse rien parce que j'ai terminé hier soir l'impossible retour de Nothomb, donc j'ai pas encore commencé. Je sais pas ce que je vais lire. Je me tâte en e-book. Peut-être Les yeux rouges de l'autrice, comment elle s'appelle? Myriam, je sais plus comment, l'autrice belge là. Ah bah, je vais enchaîner les 2 autrices belges comme ça. Voilà, donc je verrai. Et puis, en papier, j'ai commencé hier, pendant le Read With Me, j'ai commencé Un passé englouti de Eva Reed, qui est une romantaisie, oui, Non, mais en vrai, c'est vraiment l'aspect romance, il est pas... C'est pas vraiment... C'est présenté comme une romantaisie, moi je trouve pas que ce soit une romantaisie. Parce que vraiment, l'aspect romance, en tout cas, je suis au tiers du livre et pour l'instant, il n'y a pas du tout de romance. Je sais qu'il va y en avoir une. Mais si vous voulez, le principal de l'histoire, il n'est pas là-dessus, quoi. Donc, et ça me plaît bien. Je suis au tiers du livre et franchement, ça me plaît pas mal. Vraiment, c'est un livre qui parle de livres. Et en plus, j'aime beaucoup le monde parce qu'on est dans un monde de fantasy, mais avec des voitures, des cabines téléphoniques. Enfin, je sais pas, on a l'impression d'être dans notre monde, mais dans les années, peut-être, ouais, 60, 70, quelque chose comme ça. Et j'aime bien l'idée. J'aime bien cette idée. Et voilà, c'est bien foutu. Coucou Karine, oui, t'arrives à la fin. Désolé. Toi, t'adores le thème ésotérique, Steph. Ouais, moi, ça dépend. Ça dépend comment c'est fait. Mais là, c'est même pas ésotérique, c'est même biblique, en fait. C'est biblique et je sais pas. Pour le Carole Martinez. Mais j'aime bien l'histoire. Donc, pour l'instant, voilà. Mais je l'ai bientôt fini. Hein. Je devrais pas tarder. Je devrais le terminer cette semaine. Voilà. En plus, Karine, elle arrive. C'est la fin. Et en plus, c'est la pub. Pas de chance. Bref, donc voilà pour mes lectures actuelles, en tout cas. Elle est trop sympa, Carole Martinez. Ah oui, tu l'as rencontrée, du coup? Je veux bien te croire. T'as vu, pour 2 €, 4 poches, respirer le noir, écouter le noir. Ah oui, ben moi j'en ai un. Je crois que c'est déguster le noir, moi, que j'ai. Il me semble qu'une copine m'a offert. Faudrait peut-être que je le lise, d'ailleurs. Un jour. Peut-être pour le Black November. Ça pourrait être pas mal. Ça va dépendre des thématiques, en fait. Ouais, moi non plus, je sais pas trop ce que ça vaut. C'est des nouvelles d'auteurs français, donc ça peut être bien, comme ça peut être... Voilà, disons que si t'as l'habitude, si t'en as déjà trop lu des thrillers comme ça, je sais pas. Après, c'est des nouvelles. Pour des nouvelles, moi je suis moins exigeante en nouvelles. Moi j'aime bien les nouvelles, mais il faut que la nouvelle elle m'accroche en fait. Et du coup, je suis moins regardante sur est-ce que c'est crédible, est-ce que machin. En général, les nouvelles, c'est quand même justement du fait que ce soit court, c'est plus impactant. Donc, moi, je me laisse porter et puis voilà. Hein. Ah, ok, bah c'est cool. Ça y est, tu m'entends? T'as pas eu de chance. Ah, c'est cool si tu l'as vu. Tu lui as acheté quelque chose du coup? Tant pis, je laisse pour YouTube. Ils auront tout le petit débrief de la fin. C'est pas grave. De toute façon, il était finalement relativement court ce bilan, 1 heure. Bon voilà, c'est tout pour mes lectures actuelles et mes lectures passées. On verra pour mes lectures futures. Sur ce, j'arrête YouTube. Et donc je vous dis à la prochaine vidéo pour le Litté Rétro. Bisous, bisous. Ciao, ciao. Ah ouais. J'allais faire le ciao, ciao du live classique, mais non, c'est YouTube. C'est YouTube, il faut le chat satanique. Ciao, ciao.